Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ce superbe plateau TV du salon ICT Spring 2019, ici à Luxembourg. Si la grande région est un espace hétérogène sur le plan socio-économique, force est de constater que la problématique des difficultés de recrutement transcende ses frontières internes, et ce, avec une acuité plutôt croissante. Reprise ou expansion économique, digitalisation, montée en gamme de certains secteurs, déclin démographique, inadéquation entre compétences recherchées et qualification des actifs, mobilité ou immobilité géographique, manque d'attractivité de certains métiers, exigence d'une meilleure qualité de vie. Je pourrais en rajouter, mais autant de raisons en tout cas qui peuvent expliquer que les tensions sur l'offre de travail sont nombreuses et les entreprises comme les pouvoirs publics concernés doivent non seulement s'y adapter, mais surtout trouver rapidement des solutions innovantes et durables. Et ce, sans doute, aussi pour mieux coopérer ensemble. Alors pour cerner ce vaste sujet, dégager des réponses concrètes et positives, je l'espère, je vous présente sans tarder nos 4 invités de grande qualité, mais je vous laisse juge, mesdames et messieurs. Fabrice Janter, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir à Luxembourg, un endroit où vous vous déplacez très régulièrement dans le cadre de votre partenariat plutôt actif avec la Chambre de commerce Luxembourg, votre partenaire. Vous présidez aux destinées de la Chambre de commerce et d'industrie Moselle Métropole Metz, et vous êtes également premier vice-président de la CCI Grand Est, justement en relation avec le Grand-Duché de Luxembourg. Vincent Hein, bonjour, merci d'être à nos côtés pour nous apporter votre éclairage prospectif sur le thème du jour. Vous êtes économiste au sein de la Fondation IDEA, basée ici à Luxembourg. Guy Putz, bonjour cher monsieur, bonjour. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Vous représentez l'ADEME, l'Agence luxembourgeoise pour le développement de l'emploi, au sein de laquelle vous dirigez le service employeur. Et enfin, je souhaite la bienvenue à notre 4e invité, le professeur Michel Fick. Bonjour à vous, vous êtes venu en voisin lorrain pour débattre avec nous. Vous êtes en effet vice-président de l'Université de Lorraine, en charge des partenariats socio-économiques et du développement territorial. Superbe plateau, je vous l'ai dit. Merci à tous pour votre disponibilité. Bon, ça manque un peu de jeunes femmes. On s'est fait la remarque juste avant de démarrer l'émission. Je ne peux pas l'éviter. C'est vrai que c'est toujours un petit peu embêtant. Mais voilà, ce matin, nous avons eu un très beau plateau où il y avait beaucoup de femmes représentées. Donc, évidemment, aucune mauvaise intention de notre part, ça va de soi. Messieurs, aucun esprit de polémique, mais un peu de provocation tout de même. Le titre de notre débat, c'est la guerre des talents. Est-ce qu'on est réellement en guerre dans notre territoire de la grande région? C'est vrai que ce sujet de la compétence qui devient rare devient un sujet qui est peut-être presque un problème. Qui a envie de prendre la parole pour lancer le débat? La parole est ouverte. Allez-y, Président. Bonjour à tous, déjà avec plaisir ici. Et on est sur un vrai sujet. On est sur un vrai sujet parce qu'on parle d'avenir et avec déjà un présent qui nous titille très fortement. Alors, comme d'habitude, si on se dit on a du mal à recruter des talents, ça veut dire qu'on traite un problème de riches. C'est qu'on a un tissu d'entreprise qui est formidable. On est une des régions, sur la grande région, parmi les plus riches aussi d'Europe. Au niveau international, même chose. Donc, à la base, on a une assise qui est forte. Maintenant, les problèmes qu'on rencontre sont des problèmes qui sont récurrents sur toute une partie de l'Europe, il ne faut pas se leurrer, mais aussi sont des vraies problématiques, parce que ça peut être définitivement un frein pour les différentes activités, ça peut être un vrai vieillissement global, donc la tendance pourrait tourner et pas forcément bien tourner. Au quotidien, on le voit dans les entreprises. On va y revenir. Chez ou ailleurs, on a ce constat qui est vraiment très direct. Absolument. Donc c'est une vraie préoccupation à travailler ensemble pour pouvoir la surmonter et pourquoi pas aller au-delà. Je n'exagère pas, Monsieur Putz, en parlant de guerre des talents. Non, je ne pense pas qu'on exagère. Je suis tout à fait d'accord avec la terminologie. On est effectivement, c'est une guerre des talents. Mais j'aimerais quand même un peu préciser le terme talent. Parce que talent, on pense souvent, sont des hautement qualifiés, des bacs plus 5 et plus encore. On a une pénurie aussi dans d'autres métiers, même dans des métiers, laissons dire, où on n'a pas besoin d'une qualification. Et là, la problématique est souvent liée à la motivation. Dès qu'il y a des travaux plus physiques,
Il y a des contraintes niveau horaire, il y a des contraintes niveau mobilité, c'est-à-dire c'est beaucoup plus vaste que juste, si on parle de talent, que de hautement qualifiés. Ça, je voulais juste préciser. Merci pour cette précision, professeur Fick. Ouais, je ne sais pas si c'est une guerre, en tout cas il y a une très grosse tension. Ça me paraît évident. Et c'est surtout un problème que je qualifierais de multifactoriel, parce qu'il y a derrière cette problématique une difficulté d'avoir des flux d'étudiants intéressés par un certain nombre de métiers. Il y a le passage à la frontière qui est toujours un peu compliqué. Donc je pense que ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre très facilement. Alors je ne parlerai pas de guerre, mais plutôt de très grosses tensions. Voilà. Très grosses tensions. Vincent Hein, votre vision? Indiscutablement, il y a une concurrence au moins, ça c'est clair, sur les talents. Si la concurrence c'est la guerre, alors oui, il y a une guerre, mais c'est évident que la concurrence c'est pas forcément la guerre. Il faut quand même faire attention aux mots, je crois, notamment dans un contexte grand régional aujourd'hui où on se trouve. L'idée c'est peut-être aussi d'essayer de trouver plutôt des batailles communes pour diminuer la pression. Oui, voilà. C'était bien sûr pour lancer cette thématique avec un ton un peu polémique, mais pour finalement qu'on soit d'accord, et je pense qu'on sera d'accord dans 45 minutes, au moins pour travailler ensemble. Il semblerait d'ailleurs que cette tension que vous évoquez, cette concurrence, parfois cette guerre des talents ne soit pas tout à fait spécifique à notre grande région. Vous l'avez dit, Président Janter. De nombreuses études, dont celle par exemple de Manpower, publiée en juin 2018, qui a été beaucoup relayée par les médias, précisent que le phénomène est évidemment mondial. D'ailleurs, il ne faut pas sous-estimer une composante conjoncturelle aussi dans ce thème. Il y a 4 ou 5 ans, le chômage était très haut. Les entreprises étaient plutôt préoccupés pour chercher des clients plutôt que des talents. Aujourd'hui, ça commence à être un peu l'inverse. Vous sentez cette tendance, Guy Putz, au sein de l'ADEME? Oui. Si on parle de chômage en 2014, si vous dites il y a 5 ans, en 2014, on était à 7,1%. Aujourd'hui, on est à 5,4%. Et même en période de crise, où en 2014, on avait quand même en moyenne 2300, 2400 postes vacants déclarés à l'ADEME, c'est-à-dire même durant ces périodes, on a toujours engagé, on a cherché des talents. La grande différence aujourd'hui, on a aujourd'hui 3300 postes en moyenne qui sont déclarés. Mais la grande différence, c'est le stock fin du mois. C'est-à-dire, en moyenne, on avait toujours un stock d'environ de 3600. Aujourd'hui, on est à presque 8000, à 6600 aujourd'hui. Et ça montre effectivement que les postes restent ouverts plus longtemps. Et ça, c'est un signe qu'on ne trouve pas rapidement ou assez rapidement la personne sur le marché. Mais c'est vraiment un problème mondial qui diffère un peu peut-être selon les profils. Mais je pense quand même que le Luxembourg et la grande région, on est nettement mieux placés que beaucoup d'autres pays pour attirer effectivement les talents qu'on a besoin. Professeur, par rapport à ces effets conjoncturels? Oui, alors moi je peux raisonner par rapport à l'employabilité des diplômés de l'université. Alors il y a eu clairement un creux de la vague entre 2009 et 2010. Ça a été très compliqué de trouver du travail pour les diplômés en général de l'université. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est-à-dire qu'on a des taux de placement qui sont entre 90 et 95% au bout de 6 mois, quelle que soit la filière, licence professionnelle, master pro ou ingénieur. Donc on n'a plus vraiment de difficulté à caser ces diplômés. Alors par rapport au passé, alors j'étais directeur d'école d'une école d'ingénieurs, donc j'avais un peu de suivi et de contact avec les entreprises. Déjà à l'époque, lorsqu'on était sur des métiers en tension, il y avait pour certaines entreprises des difficultés à recruter. À cause de localisation géographique, l'usine à la campagne, ça n'attire pas forcément. Ou sur des métiers très spécifiques comme la maintenance, il y a 5 ou 6 ans, c'était déjà compliqué. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup plus. Beaucoup plus, oui. Vincent Hein, si on parlait un peu de démographie, parce que les projections sur ce point, et notamment celles qui concernent le vieillissement de la population, notamment en grande région, semblent rendre inévitable cette guerre des talents et des compétences. Je dirais que c'est presque arithmétique. J'imagine que vous disposez, vous, au sein de la Fondation, d'éléments assez clairs pour nous expliciter un peu cette problématique. Oui, effectivement. Donc ça, c'est un sujet qui est stratégique aujourd'hui au niveau de la grande région. Pourquoi? Parce que s'il y a des tensions sur le marché du travail en termes de recrutement, ça s'explique à mon avis par 3 gros facteurs. Et ils ne vont pas tous dans le même sens. C'est compliqué. On vous écoute. Effectivement, en termes de démographie, vous avez raison, c'est vraiment ici
Aujourd'hui, pour nous, ça doit être le plus gros clignotant rouge qu'on doit avoir au niveau de l'étude du marché du travail au Luxembourg et dans la grande région, parce qu'on est vraiment à un moment où on est en train de basculer dans un nouveau cycle démographique. Ça veut dire que si on gagnait un petit peu de population active jusqu'à aujourd'hui, on est vraiment maintenant, au moment où on se parle, à un moment où la population active dans la grande région, où la population en âge de travailler, elle va commencer à diminuer. Elle ne va pas diminuer un petit peu. C'est-à-dire que dans 10 ans, à l'échelle de la grande région, il y aura 400 000 personnes en âge de travailler de moins par rapport à aujourd'hui. Sachant qu'on crée, dans les dernières années, on a créé 30-40 000 emplois par an dans la grande région, dont 10 000 au Luxembourg. Et il va y avoir 720 000 seniors de plus, enfin, seniors plus de 65 ans, donc pas des seniors actifs a priori. Donc là, c'est vraiment un défi important. C'est pas vrai que dans la grande région, c'est ça le problème. Ce basculement démographique, il a lieu en Allemagne, il a lieu dans les pays d'Europe centrale, il a lieu dans beaucoup d'économies développées. Donc ça, c'est vraiment un problème. La deuxième chose, c'est que ça a été mentionné, on est dans un bon cycle de conjoncture. Très clairement, même des territoires qui vont pas très bien dans la grande région, le chômage baisse. Donc là, ça alimente aussi. Par contre, on ne sait pas dans quel cycle de conjoncture, si ce cycle va durer. Il y a aussi des retournements, par définition, on ne sait pas tout. Le troisième élément, et je pense que c'est important de le mentionner, notamment ici aujourd'hui, c'est qu'il y a une vague de fond de digitalisation de l'économie. Et ça, on ne sait pas comment ça va jouer. On a eu beaucoup d'études sur le chômage technologique. Pour l'instant, on ne le voit pas. Clairement, il n'y a pas de chômage technologique dans la grande région. Au contraire, les spécialisations économiques, notamment du Luxembourg, font que cette transition digitale fait qu'on a besoin de talents. Et c'est ça qui alimente la guerre des talents. Donc on ne sait pas en 2030 si on aura une automatisation de certains postes, y compris dans le domaine de la finance ou pas. Donc voilà, ça c'est des choses, c'est trois phénomènes. Il y en a un qui est arithmétique, c'est la démographie, et à court terme on a une seule solution, c'est attirer des gens dans la grande région, qui viennent à Luxembourg, à Trèves, à Metz, à Thionville, à Arlon, il faut les attirer. On aurait pu inviter des candidats aux élections européennes pour alimenter ce débat. Guy Putz, vous voulez souhaiter réagir à ces propos, parce que on voit bien, je prends Trèves par exemple, qui n'est donc pas au Luxembourg, mais c'est notre voisin en grande région. On ne parle pas de chômage, il n'y a pas de chômage. Non, alors on est à 3,5, 4, voilà, ils sont en dessous. Donc oui. Le Luxembourg va quand même plutôt très bien. En Lorraine, en Grand Est, les chiffres deviennent plutôt bons. Comment on peut anticiper cette problématique quand on est le monsieur employeur du côté de l'ADEME, d'une agence d'emploi? Moi, je pense anticiper. Nous, on a depuis quelques années un très bon partenariat avec l'UL et on se voit régulièrement. C'est l'Union des entreprises luxembourgeoises. On se voit régulièrement tous les 2-3 mois lors d'un comité de pilotage. Et on a fait un travail quand même énorme l'année dernière pour mettre en place des workgroups pour déterminer une liste effectivement des métiers en tension. Nous, on va être plus positif, on va dire Job Opportunities for Luxembourg. Cette liste va prochainement être publiée. Elle reprend plus ou moins 150 appellations de métiers différents. C'est quand même assez grand, quand même, beaucoup d'opportunités. Et il faut effectivement travailler sur la talent attraction, mais aussi, ça c'est toujours notre première priorité, formation. C'est-à-dire voir effectivement quels profils sont disponibles et dans quel métier on peut effectivement, par une formation accrue, on reviendra en effet sur ce point qui est assez important, enfin même fondamental pour pouvoir répondre aux exigences, aux besoins des entreprises. Michel Fick, peut-être un propos aussi sur cette question par rapport à des territoires où le chômage, on ne sait même pas ce que c'est actuellement en tout cas. Comment on peut anticiper ces situations par rapport à la démographie? Je ne sais pas comment anticiper ce type de problème, parce que Hervé Baudouin, le président de l'UMM Lorraine, a indiqué qu'en Lorraine, les besoins en termes d'emploi seraient de l'ordre de 4 000 par an jusqu'en 2025 sur l'UMM, donc qui représente 50% des entreprises industrielles. Voilà. Donc le problème est beaucoup plus grave que simplement une simple constatation. Il faut vraiment se retrousser les manches pour arriver à inciter un très grand nombre, un beaucoup plus grand nombre de jeunes à intégrer ces filières en tension. Je pense que l'enjeu, il est là, essentiellement là. Tout à fait. Fabrice Janter, sans trop entrer évidemment dans les détails, la France présente des caractéristiques relativement contrastées en fonction de ses territoires. Mais si l'on zoome sur votre département, cher président, en Moselle, quelle est la situation? Que vous disent les dirigeants d'entreprises en matière de recrutement actuellement?
Le constat, en fait, rejoint celui qu'on vient de faire globalement. C'est-à-dire que tous les secteurs d'activité sont en tension. On parlait du numérique ou de l'industrie, mais c'est le secteur du bâtiment, c'est terrible. Mais c'est vrai aussi dans l'hôtellerie-restauration. On a tous les secteurs qui sont en tension. Alors, ça pose de réelles questions parce que finalement, on peut essayer chacun à son niveau de dire tiens, on va essayer d'attraper des talents ailleurs. Et c'est une voie possible. Maintenant, vu les enjeux qui ont été exprimés en termes de nombre, clairement, peut-être faut-il qu'on passe à un échelon supplémentaire de façon à se dire mais qui on peut attirer. Parce qu'on disait tout à l'heure, guerre des talents. Mais ce n'est pas forcément à l'intérieur de la grande région. Moi, je dirais aujourd'hui, fort de ce constat-là, c'est une compétition par rapport à d'autres régions européennes et se dire, mais comment on fait ? Alors, y a des pays où ça va quand même moins bien. Quand on prend l'Espagne, le Portugal, etc., ils ont eu un creux très fort. Là, ils sont en train de remonter un peu. Mais il y a d'autres territoires en Europe, clairement, où on peut jouer une carte. Mais ça veut dire que l'attractivité, ça va passer par des jobs intéressants. Mais ça veut dire que c'est une question de logement, c'est une question de santé, c'est une question de culture. Où est-ce que je vais m'installer avec ma famille, où je vais vivre bien ? Et certainement, je vais me dire, ah là là, si je vais ici, je serai mieux qu'ailleurs. Et je crois que ce challenge-là, on l'a devant nous, et on le fait collectivement sur tous les pays. Luxembourg, comme vous le disiez, pendant longtemps, n'était pas trop concerné par ce problème-là. Mais il a gagné Luxembourg. Et nos voisins allemands, mais là, ils sont sur la pente glissante à toute vitesse. Tout à fait. Comment faire ? Vous sentez, Président, des filières qui sont même en danger, hein ? Vous avez parlé d'hôtellerie-restauration. Est-ce que, par exemple, cette filière-là, je ne veux pas focaliser là-dessus, mais c'est relativement connu. Est-ce qu'il y a danger pour maintenir, finalement, les activités déjà existantes ? Alors, je dirais pas de danger. Je dirais pas de danger. En revanche, c'est sûr qu'on est sur un fil qui n'est pas agréable. L'autre élément, c'est qu'on sait bien que toute entreprise qui n'investit pas, parce qu'elle ne peut pas se développer, et le nombre d'entrepreneurs aujourd'hui qui nous disent on n'arrive pas à recruter, donc on ne développe pas de nouveaux projets. Ça, c'est pas bon parce que dans une économie qui est ouverte à l'international, où la compétition est très forte entre les différentes parties de la zone euro, par exemple, clairement ne pas se développer, ça veut dire en fait commencer à avoir un pied dans la tombe. Donc on n'en est pas là, sauf que on est très conscient, je pense, et ce plateau le montre formidablement bien, qu'il est nécessaire qu'on agisse et qu'on agisse vraiment autrement. Michel Fick, vous avez commencé à parler de l'industrie. J'aimerais qu'on revienne un petit peu là-dessus. En plus, vous avez été directeur d'une école d'ingénieurs. Vous connaissez bien ces problématiques-là. Comment est-ce qu'on traite au sein de l'Université de Lorraine cette question ? Alors, je ne vais pas être sur l'anticipation, mais préparer les jeunes à investir les jobs qui sont chez nous, en grande région, dans notre industrie, par exemple. Alors, il y a plusieurs pistes. Déjà, une possibilité de bien travailler avec le rectorat. Parce que je pense que le problème, il est bien en amont de l'université, il n'est pas sur l'université uniquement. Encore une fois, les gens qui arrivent à l'université sur des filières technologiques en sortent pour la plupart et ont un métier. Et ça se passe bien avec le rectorat ? Oui, de mieux en mieux. Voilà, on a une rectrice qui est effectivement très ouverte par rapport à ça. Voilà. Un autre filon très intéressant, ce qu'on appelle les décrocheurs. C'est-à-dire sur les étudiants qui arrivent en licence et qui quittent la licence au bout de 2 mois. Et ça représente un nombre d'étudiants assez considérable dans les universités. Quand vous parlez de licence, c'est à la première année de licence. Première année de licence, tout à fait. Ensuite, ça va mieux. Donc on a des décrocheurs et ça représente un flux très important dans les universités. Et je pense que là, on a un vrai travail de contact vis-à-vis de ces décrocheurs pour les inciter, en partie en tout cas, à intégrer des métiers en tension. Et une autre piste sur laquelle nous travaillons dans le cadre d'un projet Interreg avec Kaiserslautern et Newcastle en particulier, sur les migrants. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faudra quand même se poser cette question, si on a besoin de compétences, il va falloir les chercher à l'extérieur. Et là, on a une population qui est en attente de travail, de position sociale. Donc il y a, je pense, une vraie question à se poser. Comment qui est compétente. Et en plus avec des compétences pour beaucoup, pas tous peut-être, mais oui, tout à fait. Voilà, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas... Il y a plein de questions politiques, éthiques et compagnie qui se posent, mais là on a une vraie possibilité de répondre, en tout cas en partie, aux besoins des entreprises dans le futur.
Est-ce que les ingénieurs, par exemple, c'est une catégorie de personnel qu'on a vraiment du mal maintenant à trouver? Je prends l'exemple de l'informatique, où j'entends dire qu'à 500 km à la ronde, on ne trouve plus d'ingénieurs en informatique. Alors, je vous pose la question, mais M. Putz peut aussi répondre, bien sûr. Alors, je ne sais pas si 500 km est la bonne distance. Non, mais bon. Mais effectivement, les ingénieurs se placent très très bien. Donc, en sortie d'école, il est pratiquement impossible de trouver un ingénieur facilement. Voilà. Donc ça, c'est une vraie problématique. L'autre problème par rapport à la filière informatique, c'est la mixité. Je dînais hier soir avec un vice-président de Cisco, et il se rend compte que 93% des ingénieurs qu'il recrute sont des hommes. Voilà. Et donc on a là aussi un gros travail à faire auprès de la gente féminine pour l'inciter à intégrer ce type de métier. L'université fait un gros travail là-dessus. Enfin, il y a beaucoup d'actions, de sensibilisation. Vous sentez qu'il y a quand même un progrès sur cette dimension depuis quelques années? Alors, écoutez, c'est bien que c'est un travail de longue haleine, mais en tant que ancien directeur d'une école d'ingénieurs en agronomie, je peux me targuer d'avoir 70% de jeunes filles dans les promotions. Donc c'était plutôt bien. Non, mais toutes les écoles d'ingénieurs sont en progression constante en termes de proportion de jeunes filles, de jeunes femmes. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Mais il y a encore énormément de progrès à faire parce qu'il y a encore une espèce de retrait des filles d'abord, des jeunes femmes ensuite par rapport à ces métiers techniques. Une dimension un peu psychologique. Peut-être, mais c'est un gros travail à faire. L'influence des parents. Voilà, les parents en particulier. Donc il y a un gros travail à faire, mais très 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 en amont. Bien sûr. En termes de communication, qu'il faut entreprendre, mais tous la main dans la main. C'est un travail collectif qu'il faut mener pour amener cette communication au plus près des familles. Merci. Guy Putz, justement sur cette question liée aux ingénieurs, à cette tension très forte sur les ingénieurs, j'ai pris l'exemple de l'informatique, il y en a d'autres évidemment. Vous ressentez ça bien sûr au sein de l'ADEME? Je pense que le plus grand volume, c'est certainement effectivement les développeurs, où on a plus que 1300 postes sur l'année. Et pour 70%, on n'a pas de profil à proposer à l'ADEME. Ça donne déjà une idée. Ingénieur, le volume est beaucoup plus petit, mais là aussi, c'est clair que ce n'est pas forcément facile. Mais je dois dire quand même, avant d'aller aussi, pour être clair, avant d'aller chercher les talents à l'extérieur, il faut pour moi d'abord essayer de former le plus possible avec les gens qui sont sur le territoire de Luxembourg déjà. Et là, je pense que les employeurs ne sont peut-être pas encore tout à fait conscients que certains profils, c'est extrêmement difficile de les trouver. Et je pense que c'est parfois mieux peut-être de prendre quelqu'un qui ne correspond pas à 100% au profil demandé et de le former pendant 3 mois que d'attendre une année et de ne pas trouver non plus. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate. Et là, on est aussi à disposition. Et là, c'est votre rôle. C'est notre rôle pour aider les employeurs à les guider sur le marché du travail et dire qu'est-ce qui peut faire du sens. Vincent Hein, vous avez une vision prospective, on l'a dit. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les métiers, les filières sur lesquelles aujourd'hui c'est vraiment un gros problème? On a bien sûr la vision des professionnels de la profession, comme on dit, mais vous êtes un petit peu au-dessus de la mêlée en tant que prospectiviste. Quel est le regard que vous pouvez porter là-dessus? Bon, encore une fois, il y a évidemment le moment conjoncturel qui joue, qui fait qu'aujourd'hui, les indicateurs qu'on a, c'est la surchauffe au Luxembourg dans tous les secteurs. Quand je regarde les postes les plus demandés à l'ADEME, vous avez études et développt IT, comptable, personnel de cuisine, secrétaire, il y a de tout, vraiment. C'est quelque chose de généralisé. Et on ne sait pas si ce sera encore le cas dans 5 ans ou dans 10 ans sur tous ces postes. Par contre, si on prend un peu de recul, dans ces études, on voit quand même que le Luxembourg, c'est une place de service, notamment de services financiers. C'est là que se concentre quand même le gros des tensions. C'est des marchés de recrutement internationaux, mais on a quand même aujourd'hui à peu près 20% des entreprises du secteur des services qui disent mon activité est limitée parce que je ne trouve pas de personnes. Et là, ça rejoint ce que disait Fabrice. On a un problème de se projeter, d'investir. Après, ça c'est propre au haut cycle de conjoncture. C'est comme ça aux États-Unis aussi. Voilà. Mais ce chiffre-là, juste pour revenir, c'est 20% aujourd'hui. C'était 3% il y a 4 ans. Donc là, il y a clairement un moment très fort. Par contre, sur les métiers, je pense qu'il y a 2 types de métiers plus en tension. Encore une fois, il faudrait croiser peut-être avec le sentiment de l'ADEME. C'est d'une part peut-être des gens qui passent plus par l'ADEME, c'est les métiers les moins attractifs, les métiers difficiles, avec des horaires atypiques, dans un pays où le coût du logement est élevé, etc. Donc ça, pour le Luxembourg, c'est un problème, clairement. Le deuxième type, comme toujours, il y a une polarisation. Le deuxième type, c'est des métiers plus pointus,
mais où il faut souvent des compétences très transversales. Par exemple, dans l'IT, ça va être quelqu'un qui fait du développement, mais qui sait aussi comment marche une assurance vie. Parce que son client, ça va être de l'assurance. Et ça, c'est vraiment la guerre, à mon avis, si on peut parler de guerre, elle se déroule là, en fait. Et clairement, sur le long terme, l'enjeu de la formation, là, il va être énorme et les universités ont un rôle à jouer très important. On va en reparler. Alors, toutes ces difficultés dont on parle, elles concernent surtout, je dirais, les petites, les moyennes entreprises, voire les toutes petites, évidemment. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas aussi penser à changer les méthodes de recrutement? Je vous regarde, Fabrice Janter, parce que vous connaissez bien ce tissu de petites entreprises. Vous-même êtes dirigeant d'une petite structure. La manière de recruter aujourd'hui, elle doit changer aussi, non? Et Guy Putz nous a donné un petit peu quelques éléments sur des profils. Tiens, prends un profil qui ne correspond pas forcément et on va le mettre à ta sauce. Oui, je pense que on est vraiment à un tournant où finalement des pratiques doivent changer. La première des pratiques, elle a été bien expliquée par Michel Fick, c'est de dire quand on récupère les gens à l'université, une grosse partie déjà a été faite et pas forcément toujours bien faite. Et le dégât finalement des premières années qui sont mal réussies, parce que c'est un vrai problème. Donc par rapport à ça, je pense qu'il faut aussi qu'on ait une meilleure interaction, une meilleure connaissance entre nos entreprises, les jeunes, de façon à ce qu'ils connaissent aussi les possibilités. On a lancé une expérimentation cette année en Moselle avec la CPME, où dans le cadre des stages qu'ils font en 3e, stages obligatoires, on a mobilisé toutes les PME pour qu'elles accueillent des jeunes pendant une semaine. Et ça vraiment c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a de l'enthousiasme derrière et les jeunes découvrent des métiers qu'ils n'imaginaient même pas. Et du coup ça permet d'orienter aussi autrement où ils vont, alors soit ils adhèrent ou soit ils disent ah non, ce métier-là finalement je le pensais bien, mais c'est bien, ça marche pas. Au moins ils ont une idée claire de ce que c'est. Voilà, deuxième expérimentation qu'on a faite cette fois à la Chambre de commerce de la Moselle. C'est un forum, mais à 3 étages. Premier étage, les jeunes viennent, souvent avec leurs parents, ils font des notations pour savoir finalement vers quoi, quel est leur profil, où est-ce qu'ils sont les plus doués, etc. Ensuite, ils rencontrent des professionnels. Donc il y avait 150 professionnels, donc toutes les professions étaient là. On avait même la santé, les gendarmes, les militaires, enfin tout. Et les jeunes de ce fait-là ont possibilité de rencontrer des chefs d'entreprise ou des gens qui travaillent dans des entreprises qui leur expliquent leur métier et ils causent. Il y a des conférences. Ça permet de tester des choses, tester des idées. Moi je me rappelle, j'ai vu des mômes sortir en fait des salles en disant « Oh là là, non, j'avais pas imaginé que c'était ça ». Alors les parents qui disent « Mais on peut peut-être aller à côté, où est-ce que tu auras envie d'aller ?» Et comme il y a cette offre très large, et puis l'étage au-dessus, c'est tous les centres de formation. C'est-à-dire tout d'un coup, tu es intéressé par un métier, mais où est-ce que tu peux être formé et jusqu'où? Ça, je pense que c'est intéressant parce qu'on est dans une nouvelle démarche qui est de l'anticipation pour pouvoir aller plus loin. Et ça, je pense que alors ça demande une grosse implication des entreprises. Ça demande effectivement qu'au niveau du rectorat, les choses évoluent, mais elles évoluent là, ça y est. On débloque les choses et finalement, le stage de 3e qui pouvait apparaître comme une contrainte, apparaît aujourd'hui comme une vraie opportunité pour les entreprises parce qu'elle nous ouvre les portes de l'éducation nationale. Et ça, c'est vraiment formidable. Donc voilà des exemples en fait qui doivent nous permettre d'avancer. Mais il faut aussi qu'on regarde les choses autrement par rapport aux talents extérieurs aussi, ou aux personnes qu'on doit reconvertir. Et là, on a encore besoin de centres de formation, mais pour des formations de passage. On a des cordes à son arc, il manque un morceau. Comment je peux acquérir le morceau? Comment je peux faire des stages? Donc ça nous demande aussi une mobilité parce qu'on a une chance incroyable, c'est le nombre d'établissements de formation. Justement, j'en revenais à votre 3e étage. Pardon, je vous coupe, mais c'est pour aller dans votre sens, Président. Vous parliez du 3e étage, c'est-à-dire connaître toute l'offre. Parce qu'il y a aussi un enjeu, c'est de garder nos jeunes sur le territoire et dès qu'ils sont jeunes. Parce que c'est plutôt sympa d'aller faire ses études à Paris, à Nice, à Montpellier ou que sais-je, mais en Lorraine, au Luxembourg, l'Université de la Grande Région offre
un panel formidable de formations qui peuvent aussi capter ces jeunes, les garder sur notre territoire. C'est un peu ça que vous visez aussi, non? Alors, c'est pas qu'un peu, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout le panel qu'on a nous permet d'offrir quelque chose de formidable. Derrière, en revanche, c'est comment on positionne notre région. Parce qu'on a des choses incroyables. Quand on habite quelque part, on va dans son collège à côté, son lycée à côté, l'université à côté. Alors parfois en Lorraine, ils vont se dire « Ah, je vais à Metz, je vais à Nancy ». Ils ont l'impression de faire un voyage du tour de la Terre. Hein, mais on reste petit par rapport à tout ça. Et pour autant, qu'est-ce qui est intéressant ? C'est toute notre grande région, parce que quand on se dit tout d'un coup « Mais attends, non, t'habites pas dans ton village, machin. T'habites, oui, dans ton village, mais ton village, c'est une grande région européenne, où on parle plusieurs langues, on a des talents partout, il y a 11 millions d'habitants, et de là, tu peux aller dans le monde entier. Ça change quand même, et ça, il faut qu'on arrive à le dire et à le dire mieux, je pense. L'autre chose, on le voit sur nos écoles d'ingénieurs. On a des écoles d'ingénieurs à Metz vraiment formidables, je ne vais pas les citer. Les jeunes qui viennent là, viennent d'ailleurs. Combien restent dans cette grande région? Très peu. Donc on a monté depuis maintenant 3 ans avec les directeurs des écoles d'ingénieurs un regroupement de ces écoles. On appelle ça Metz Science Schools. Et l'idée, c'est de faire connaître la région, les talents. Mais quand on dit ça, c'est pas seulement la Moselle, hein, c'est aussi, on parle du Luxembourg, on parle de tout ce qu'il y a autour. À ces jeunes-là, de façon à ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont des opportunités. C'est favoriser les stages aussi. Il y a un seul service carrière et stage maintenant pour toutes ces écoles. Donc je pense qu'on est en train d'essayer de transformer la donne parce que, comme vous le disiez très bien, ces jeunes qui sont là sur place, bah, si au lieu d'avoir seulement 30% des jeunes qui restent, on arrive à 60%, bon sang, mais c'est extraordinaire vu le nombre. Il y aura un gap qui sera important, qui sera couvert. Donc voilà des pistes. Guy, merci. C'est très concret. Je vous en remercie vraiment. Guy Putz, je vous vois opiner du chef parce que j'imagine que vous êtes content d'entendre ces propos-là. Vous-même avez aussi développé au sein de l'ADEME, je crois savoir, des outils un peu nouveaux, un peu différents pour permettre peut-être plus d'agilité aux entreprises pour leur recrutement. Quels outils avez-vous développés ? Juste pour préciser, je suis tout à fait d'accord avec l'offre de formation, c'est énormément important pour effectivement les gens qui sont ici, mais aussi pour attirer, c'est toujours l'écosystème qui fait la différence. Nous à l'ADEME, on a des outils, on a notre job board qui est à disposition des employeurs pour effectivement rechercher dans nos profils, pour directement aussi pouvoir contacter les candidats via notre job board, si vice-versa, le candidat peut trouver les offres. Mais on va sortir prochainement un nouveau outil à disposition des candidats. C'est un peu inspiré et là on voit de très bonnes collaborations entre les différentes agences de développement. On a une très bonne relation avec le Pôle emploi, notamment avec Hayanche, où on s'est inspiré de la bonne boîte, c'est-à-dire un outil basé sur le big data qui va permettre aux candidats de voir les sociétés qui vont prochainement engager ou avoir besoin de leur profil. Très bien. Movie Job. Vous connaissez tous Movie Job, pas plus tard qu'hier, organisé une opération séduction à Paris, au pavillon Gabriel, donc c'est prestigieux, en mettant en contact une trentaine d'entreprises luxembourgeoises avec des jeunes diplômés français. Est-ce qu'il faudrait dupliquer ce type d'initiative par filière à l'échelle de la grande région? Je ne sais pas qui souhaite répondre. Je vous lance peut-être Vincent Hein ou Fabrice Janter. Quand on a préparé cette table ronde, vous nous avez demandé une idée concrète, applicable. J'avais justement pensé à ça, je me dis, en faisant ce diagnostic, qu'à court terme, c'est dans l'intérêt de tous qu'on attire des actifs ici dans cette grande région. Je m'étais dit, pourquoi pas, très simplement, se dire, on fait 3 ou 4 salons de recrutement en dehors de la grande région ensemble. Viennent ceux qui veulent venir, et si on attire un talent, je l'ai déjà dit, qu'on l'attire à Metz, à Luxembourg, à Differdange, à Arlon, c'est quelque chose de gagné pour notre territoire transfrontalier, donc je pense que ça aurait été la mesure concrète, donc la réponse est oui. Merci. Fabrice Janter, peut-être une remarque simplement sur cette initiative qui est quand même valorisante et j'allais dire un peu pushy de nos amis luxembourgeois. C'est ça, elle est novatrice. On voit bien qu'on passe à autre chose et qu'on essaye d'aller sur des pistes qui sont intéressantes. La question après, derrière, c'est de se dire combien d'opérations comme ça il faudrait faire ou jusqu'où on peut aller. Et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que moi je pense, vous savez, je crois beaucoup à chasser en meute. C'est-à-dire que sur des opérations comme ça, vu les besoins qu'on a partout, si on arrivait
à se mettre vraiment en harmonie pour dire des opérations comme ça, on va le faire, mais dans ce cas-là, ce n'est pas 30 entreprises luxembourgeoises. On va y aller avec aussi des entreprises en Moselle et on fait 60, on fait 90, on fait 100, on fait plus. Et surtout, on vient avec des documents, des films, des vidéos et des éléments qui vont montrer la grande région, où on va montrer tout ce dont je parlais tout à l'heure. Parce que si on parle que d'un morceau, ça ne sera pas suffisant. Mais il faut qu'on se mette ensemble là-dessus, parce que ce qui se passe aussi dans nos vies aujourd'hui, c'est qu'à un moment, quelqu'un peut travailler dans une entreprise, 5 ans après, il sera dans une autre, ou il peut même changer de filière. Nous, dans notre grande région, mais il peut faire toute sa vie en se baladant dans différents pays et avoir un parcours qui est complet. C'est quand même une chose extraordinaire et dans des conditions qui sont aussi formidables, parce que en matière de sécurité, en matière d'avenir, en matière de potentiel d'éducation, franchement la palette qui existe ici, elle est tellement considérable qu'il y a peu de régions en Europe qui peuvent la concurrencer. Michel Fix, ça voudrait dire peut-être qu'il faudrait accentuer le travail sur les questions de marque employeur, peut-être aussi rendre plus attractifs encore nos territoires. Nous avons tous plus ou moins des démarches de branding nation ou de marque de territoire. Est-ce qu'on doit passer par cela, peut-être au sein de la grande région, donner une identité peut-être plus forte à la grande région? Comment vous voyez ça? Comment vous réagissez à ça? Je crois que alors je vais parler des cadres. Je vous en prie. Le cadre recherche un cadre de vie. C'est-à-dire qu'il cherche un endroit où il va pouvoir s'épanouir, donc dans son travail, mais également dans sa vie privée. Donc il faut de la culture, il faut de l'espace vert, il faut des écoles, enfin, voilà, c'est exactement ce qu'il recherche. Et je salue l'initiative de Metz et de Nancy, ça s'est fait un peu en parallèle, sur justement des campagnes d'attractivité vers le reste de la France. Parce que je pense que alors je parle du Lorrain, parce que je suis Lorrain d'origine, mais Lorrain il est un peu taiseux, il a un peu de mal à se vendre, et je pense qu'on a vraiment besoin de vendre notre territoire à l'extérieur, parce que le territoire est très accueillant. Quand les gens arrivent ici, ils sont un peu surpris, et quand ils y sont, ils aiment y rester. Donc je pense qu'on a une vraie démarche commerciale vis-à-vis des autres territoires pour faire venir ces talents. Parce que globalement, on a des besoins des entreprises, donc il y a du travail, le cadre de vie est quand même assez sympa, parce qu'on a sincèrement, sur le plan culturel ou sportif ou sur les espaces, l'environnement, on a tout ce qu'il faut. Donc je pense qu'on n'a vraiment pas à rougir par rapport à d'autres territoires. Mais il faut savoir nous vendre, ça c'est peut-être un peu plus compliqué. Président Janter, faudrait-il travailler une marque, je ne sais pas, Moselle-Luxembourg par exemple, sur ces questions d'attractivité, ou plus globalement grande région, plus spécifiquement sur les questions de recrutement pour attirer des talents? Parce que je sais que vous militez un petit peu pour ça. Clairement, c'est ce que j'essaie d'expliquer, il faut qu'on travaille autrement, ensemble et beaucoup plus large. Parce qu'en agrégeant les différents éléments, on a quelque chose qui vraiment tient la route et qui permet d'être en compétition parmi les premiers. Tant qu'on aura les différentes structures, les différents pays, les différentes régions, comme on veut, qui font chacune de leur côté, eh bien ça ne sera pas suffisant. Pour vous, la clé, c'est la coopération. Mais clairement, c'est-à-dire qu'on devient différentiel à partir du moment où on arrive à agréger plus. Moi, alors je vais dire une chose qui pourrait faire sursauter des politiques français. Mais moi, je pense que le Grand Est, tout seul, c'est intéressant. C'est pas forcément suffisamment excitant. Le Grand Est plus le Luxembourg, ça devient vraiment quelque chose de pas mal du tout. Le Grand Est plus toute la partie de la Sarre et de l'Allemagne, Rhénanie-Palatinat, là ça devient quelque chose qui tient vraiment la route. Et si on rajoute la partie bruxelloise, alors là on a quelque chose mais qui sort complètement du lot. Et dans une phase de compétition comme on vit aujourd'hui, je pense qu'il faut se mettre à la hauteur de ce qu'on est déjà, parce qu'on est citoyen de cette grande région-là. Mais ça veut dire qu'il faut le montrer aussi derrière. Donc il faut qu'on dépasse et qu'on aille plus loin. Effectivement, quand nos villes font des campagnes pour dire oh, c'est agréable de vivre dans nos villes, on a passé un cap. Pour autant, c'est largement insuffisant, parce que ça reste presque des crottes de mouche à l'échelon de l'Europe, alors qu'en jouant tous ensemble, mais on montre quelque chose qui est différent. Parce que sur le sujet qu'on évoque là, ce sont aussi, et surtout, je dirais, les fédérations professionnelles, les filières professionnelles qui sont concernées. Est-ce qu'elles ont pris en main cette problématique
pour chasser en meute. Je reprends votre expression. Alors côté français, côté franco-luxembourgeois, côté germano-luxembourgo-français, est-ce que tout ça, ça travaille ensemble? Des filières. Clairement pas assez, parce qu'on est dans des logiques aussi qui sont des logiques qui restent attachées à des territoires. Ce qu'il faut, c'est qu'on passe le cap. Je pense qu'un événement comme aujourd'hui, où franchement moi je suis ravi d'être accueilli par nos amis luxembourgeois dans le cadre des partenariats qu'on a montés ensemble de longue date avec les chambres de commerce, mais d'être accueilli ici pour parler de ça, aborder ces sujets, parce qu'on se rend bien compte qu'on ne sortira pas de ces journées comme on y était venu, parce qu'on partage des opinions, on se rend compte qu'elles sont convergentes, on partage l'urgence, on partage aussi l'idée qu'il faut faire ensemble beaucoup plus et beaucoup plus loin. On plante là des choses qui vont permettre d'aller plus loin. Les fédérations professionnelles, elles vont nous aider derrière, parce que dans le cadre des opérations dont je parlais, d'accueillir des jeunes pendant des stages de 1 semaine, 15 jours, ça il faut le faire, et il faut qu'elles le fassent. Et c'est au travers de ça qu'on va y arriver. La gestion après des établissements d'enseignement, ça va permettre de voir plus clair. Mais la base, de toute façon, et les voies d'entrée sont là-dedans. Après, il faut peut-être qu'on rajoute, mais ça c'est du cas par cas et on sait le faire, des formations qui permettent de faire des passerelles d'une à l'autre. C'est pas compliqué ça. Professeur Michel Fick, je reviens vers vous parce que rendre les filières attractives, c'est aussi en amont rendre les filières universitaires attractives. On sait bien qu'il y a certaines filières qui manquent un petit peu d'étudiants, d'autres qui sont très demandées alors qu'il n'y a pas forcément suffisamment d'emplois à pourvoir derrière. Quel est le travail que vous faites justement en lien ou pas avec ces fédérations pour travailler sur cette question de manière précise? Si je reprends l'exemple des décrocheurs, donc c'est un travail qu'on commence à mener avec l'UIMM. Clairement, parce que c'est avec eux qu'on va tenter de déployer un certain nombre de décrocheurs vers des métiers en tension en utilisant les formations spécifiques de l'UIMM. Voilà, ça, vous avez des résultats? Enfin, non, ça commence. On commence. Voilà, vous sentez des tendances qui Oui. Et c'est pour montrer que l'université est très sensible à ce problème, parce que je pense qu'il y a 15 ans, imaginer que l'université allait travailler avec l'UIMM, c'était pas forcément gagné. Ouais. Aujourd'hui, voilà, l'université est là aussi pour. Vous m'évitez une question piège. Non, mais il n'y a pas de tabou. Hein. Non, bien sûr. Mais je pense est là pour sourire. On doit être là également pour participer au développement du territoire. Et comment faire? Voilà, une des réponses. Et c'est comment répondre à un besoin industriel. Eh bien, on trouve des solutions. Alors, c'est des petites solutions très concrètes, très pragmatiques, mais je crois que c'est en avançant de cette manière qu'on arrivera à faire quelque chose de positif. Et comme le disait Fabrice tout à l'heure, c'est main dans la main. Collectivité, entreprise, université. On a déjà évoqué, Vincent Hein, les questions d'attractivité, de filières, qu'elles soient professionnelles ou universitaires, depuis le début de ce débat. Et on a aussi parlé du changement de mentalité. Les générations Y et Z, c'est celles qui viennent sur le marché du travail aujourd'hui, elles ont un rapport au travail un peu différent quand même. Comment est-ce qu'on inclut ce débat-là dans notre discussion un peu plus globale? Est-ce qu'il y a des efforts particuliers à faire? Là, c'est évidemment très complexe. Alors moi, la notion de génération X et Y, je suis économiste, donc voilà. Mais je crois que les sociologues ne sont pas tous très d'accord. Hein. Absolument. C'est des choses qu'on voit sur LinkedIn, etc. Ouais. C'est très intéressant, mais je crois que le constat qu'on fait au Luxembourg, en tout cas, c'est qu'on est dans une société où le salariat domine encore très fortement. On est une société où les jeunes veulent effectivement un niveau de protection sociale, un niveau d'épanouissement, des capacités de réalisation, du sens dans leur travail, c'est évident. Mais quand même, le cadre salarial reste quand même assez attractif ici. Et on n'a pas de génération ici qui arrive et qui veut monter des entreprises. C'est d'ailleurs un des défis qu'on observe ici. C'est qu'il faut davantage, puisqu'on parle de talent, on va parler de vocation. Avant, on parlait d'orientation, maintenant, on va parler de vocation. Il faut davantage, c'est clair, orienter les jeunes d'une part vers tout ce qui est filière plutôt technique et scientifique. Ça, c'est vraiment un défi au Luxembourg comme ailleurs, mais au Luxembourg, c'est vraiment très, c'est pointé par les fédérations professionnelles avec qui travaille l'ADEME, je pense. Et d'autre part aussi, et ça c'est un des jobs que fait la Chambre de commerce à Luxembourg, dont dépend mon organisation, c'est l'évocation d'entrepreneuriat. Ça c'est quelque chose d'assez fort et tout
ça, ça nécessite aussi que les cadres de protection pour les entrepreneurs et les indépendants évoluent. Et si on veut rattraper les vocations d'entrepreneurs et de scientifiques, il faut aussi offrir des cadres qui soient pas discriminants par rapport aux salariés. Ça, c'est plutôt un enjeu de long terme et sur lequel il faut travailler, en tout cas au Luxembourg. Alors on parle de salariat, de cadre, on pourrait parler tout simplement de différentiel de rémunération, Président. Je sais que vous travaillez beaucoup sur ces questions-là. Entre le Luxembourg et les autres territoires de la grande région, on n'a pas forcément la même espérance potentielle en termes de rémunération, hein, si je reste sur le salariat. Là aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrebalancer un petit peu ces déséquilibres? Alors la meilleure réponse, hein, je vous renvoie aux élections qui viennent dimanche, parce que c'est des choses qui nous dépassent là complètement, où clairement les différences de fiscalité et de charges sociales sur le territoire de l'Union européenne font qu'on peut avoir vraiment des disparités considérables. Alors c'est le cas sur notre région, où clairement entre par exemple le volet français et le volet luxembourgeois, il n'y a même pas photo, quoi. On ne parle pas de la même chose. Après, on voit bien en revanche qu'il y a des besoins de complémentarité, parce que beaucoup des étrangers qui travaillent à Luxembourg ne vivent pas en fait sur le territoire luxembourgeois. Et que l'ambassadrice de Luxembourg en France, il y a 15 jours, nous disait on a un gros problème à Luxembourg, c'est de loger, vu les prévisions qu'on a, si on doit loger tout ce monde-là, c'est gênant. Et puis le système global luxembourgeois fonctionne avec quand même l'impôt qui rentre à 100% et puis des charges qui sont très minorées puisque ce sont les pays à côté qui les payent. Bon, ça, quand je dis ça, c'est pas, entendons-nous bien, je fais pas de reproche. Non, c'est un constat. Et derrière ça, les qualités de vie, comment on les trouve, à quel endroit, comment on dépense, où se trouvent finalement les crèches, les écoles, c'est tout un ensemble. C'est pour ça que, et ça ressortait, je pense, de ce qu'on a dit les uns les autres, c'est dans un système global qu'on peut trouver certainement des approches qui permettent d'avancer. Certains maires de Moselle ont écrit pour demander qu'il y ait des compensations en fait fiscales qui soient faites par le Luxembourg, comme c'est le cas avec la Belgique, comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a une initiative hier, avant-hier, du maire de Trèves et de la Suisse avec la partie française. Donc ça, je pense qu'à un moment, il faudra bien qu'on en discute autrement et que ça se passe localement. Hein, alors, il n'y a pas de problème technique parce que ça peut être par tête d'habitants et en fonction d'où ils habitent. Mais bon, c'est au-dessus de nos têtes, ces histoires-là. En même temps, il faut que ça sorte d'un sujet purement politicien. Hein, il faut que ce soit réaliste. Je pense que derrière ça, ce qu'il faut, c'est se dire finalement, hein, on ne parle pas de technique, on parle de femmes et d'hommes qui sont sur un territoire. On parle de génération actuelle, on parle de seniors qui sont sur ces territoires, on parle des enfants à venir. Comment on va vivre? C'est ça qui nous intéresse. Si on se donne du mal sur tous ces sujets-là, c'est pas pour des structures, c'est parce que globalement, nos concitoyens attendent en fait des réponses et derrière, c'est de l'humain. Donc il faut qu'on apporte des réponses parce que vu le nombre de personnes concernées, ça en vaut grandement la peine. Il nous reste quelques minutes à peine. J'ai quand même envie de vous lancer sans refaire l'éternel débat des langues, mais quand même, Guy Putz, est-ce que le fait de ne pas maîtriser certaines langues dans notre grande région, c'est un fait majeur qui fait aussi que les entreprises n'arrivent pas à recruter? Oui, ça dépend fortement du secteur et de la région aussi au Luxembourg. Mais on a effectivement beaucoup de profils disponibles qui ont les qualifications, mais il y a les langues effectivement qui manquent et ça c'est un problème réel aussi. Imaginez-vous, on a 64 différentes langues des demandeurs d'emploi qui sont inscrites à l'ADEME et beaucoup de gens qui parlent même pas une langue du pays. Mais j'imagine que vous avez des solutions, des outils là qui commencent à devenir efficaces pour résorber cette... On fait de plus en plus de formations dans les langues, mais c'est quelque chose quand même de longue haleine. Apprendre une langue, ça ne va pas du jour au lendemain. Bien sûr, Vincent Hein, peut-être un mot là-dessus, pas plus que ça. Sur les langues, oui, évidemment, on peut être d'accord là-dessus. Si on parle un petit peu d'ambition dans la grande région, il faut aussi lancer des chantiers. Fabrice parlait des problèmes de financement. Oui, clairement, la grande région, la coopération à l'heure actuelle, elle reste quand même franchement embryonnaire dans ces domaines-là. Et je pense que quelques grands projets politiques, au-delà des aspects financiers, qui sont un support à adosser à un projet, dans ce projet, il y a forcément l'axe de la mobilité au sens large. Et dans la mobilité, il y a les langues, c'est clair.
Professeur, tous les étudiants à l'Université de Lorraine maintenant apprennent le français, l'anglais, l'allemand et le luxembourgeois, obligatoirement, non? Et le serbo-croate. Et le serbo-croate. Merci. Mes chers invités, on arrive quasiment évidemment à la fin de notre dialogue, mais j'ai tout de même encore une interrogation à vous soumettre, si vous voulez bien, avec une réponse brève, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'on passe aux choses concrètes? En guise de conclusion, j'aimerais que chacun de vous fasse, vous avez commencé Vincent Hein tout à l'heure, fasse une proposition directement opérationnelle par rapport à la thématique du jour, c'est-à-dire résorber cette tension, cette guerre des talents, entre guillemets. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez le pouvoir de le faire? Bon, j'ai déjà grillé ma cartouche, j'ai parlé de ces salons de promotion commune. Je suis sûr que vous en avez 2-3 derrière. Une autre idée, vu qu'on vient de parler on a de la formation, on devrait peut-être en parler un peu plus. Moi je me dis, il y a ce projet d'université européenne autour de l'université de la Grande Région. Ce serait intéressant que dans ce projet, chaque chambre de commerce de chaque territoire de la Grande Région propose la création de 2 masters. Professeur. Je suis preneur de la proposition. Non, moi c'est une proposition à plus long terme. C'est proposer systématiquement des enseignements de sciences naturelles, dans les écoles, par les universitaires, systématiquement, en utilisant les étudiants et dès le plus jeune âge, parce qu'on ne va pas changer les choses comme ça sur un claquement de doigts. Donc il faut mettre en place des choses très concrètes, mais démarrer très très tôt. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire et c'est ce qu'on sait faire. Guy Putzin. Mais j'ai quelque chose de très pragmatique, mais pour commencer, juste, on a créé sur base d'une note du Conseil du gouvernement le 20 mars un groupe de travail interministériel pour le talent attraction, pour définir une stratégie pour attirer les talents au Luxembourg. On travaille là-dessus, on a la liste de job opportunities qui va nous guider, mais le plus important c'est la transparence du marché, connaître les besoins des employeurs. Et là on a un outil très facile, c'est déclarer son poste dans l'ADEME. Et aujourd'hui on a de plus en plus d'employeurs qui disent je ne déclare pas parce que vous avez de toute manière pas les candidats. Mais il faut, pour pouvoir guider nos actions, il faut qu'on sache quels sont les besoins, et c'est pour ça, très pragmatique, utiliser la déclaration de place vacante à l'ADEME, comme ça on a une meilleure transparence, on peut mieux guider nos actions. Vous associez des partenaires qui ne sont pas luxembourgeois à ce groupe de travail, ou pour l'instant c'est une initiative locale? Pour le moment c'est interministériel, puis on va ouvrir après, c'est public-private finalement, et je pense qu'il faut intégrer notamment aussi la Grande Région, parce que pour attirer, c'est toujours l'écosystème qui compte, c'est pas un seul employeur, c'est le career management, c'est les formations qui sont disponibles, et là on est unique dans la Grande Région, et là il faut vraiment miser sur la Grande Région. Et vous, Président Janter, je termine avec vous, votre proposition, s'il vous plaît. Alors, dans le fil de ce qu'on a dit tout à l'heure, moi ce que je souhaiterais vraiment, c'est qu'on crée très rapidement une agence de co-attractivité Moselle-Luxembourg. On s'appuie sur nos 2 chambres de commerce. J'ai fait la proposition à la ministre Madame Cahen qui était avec nous ce matin. Et qui servirait de base. De façon à ce que cette agence-là, on pourrait très bien la faire fonctionner avec nos chambres et des entreprises, comme ça c'est fait dans d'autres régions françaises, avec des régions voisines. Et elle nous permettrait d'avoir justement des éclairages, des documents, que ce soit en vidéo ou autre chose, qui, dans toutes les manifestations qu'on peut faire, montreraient non seulement nos 2 territoires, mais surtout le territoire de la Grande Région. Alors pourquoi je ne le propose pas au niveau Grande Région tout de suite? C'est parce que par expérience, vous savez, je suis un peu pratique, et peut-être un peu vieux maintenant, mais quand on met tout le monde autour de la table, ça veut dire qu'il n'en sortira rien avant 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être jamais. Là, en revanche, en se mettant à 2 et on travaille dessus, parce qu'on a appris à se connaître, on peut le faire. Et je pense que c'est un vrai enjeu pour tous. Et après, on agrégera finalement les autres qui le veulent, et on peut donner aussi le fruit de notre travail ensemble, parce qu'on le fait dans l'intérêt général, et ça aurait vraiment du sens. Et ça serait en plus un témoignage fort de notre volonté d'appliquer tout ce qu'on raconte et de dire oui, on va faire ensemble, et notre avenir on le fera, et on le fera beau parce qu'on fait tous ensemble au niveau de notre grande région. Pardon Président, mais vous attisez ma curiosité. Que vous a répondu Madame la Ministre, puisque vous lui avez fait cette proposition? On va en reparler. Rendez-vous
très bientôt sur ce sujet absolument, de façon à ce qu'on voit comment le faire et on va le travailler avec la Chambre de commerce de Luxembourg. On l'avait déjà évoqué. Là, il y avait un changement de gouvernement luxembourgeois, donc il fallait attendre les élections, la mise en place. Il y a un programme bien clair qui est là. Et je crois que les constats nous amènent de toute façon à dire il faut qu'on y arrive. Formule souple, hein, on n'invente pas un bazar, une structure, non, concrète. Mais on reconnaît là votre pragmatisme. Merci à tous les quatre, vous étiez absolument passionnants et concrets. Ce qui était très important pour toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis. Je vous en remercie. On se retrouve bientôt pour d'autres débats. En attendant, soyez tous heureux. À bientôt. Merci. J'ai vu.